francophones et je vous souhaite la bienvenue à la première partie du webinaire sur la cybersécurité et la protection des données, organisé par l'Association des agences au service des immigrants de la région Atlantique et la Société nationale de l'Acadie. Cette formation est financée par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada et réalisée en partenariat avec les autorités canadiennes pour les enregistrements Internet. Donc, j'aimerais maintenant prendre un moment pour reconnaître que je me trouve présentement sur le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je suis reconnaissant des traités de paix et d'amitié. Nous reconnaissons les liens ancestraux et continus des peuples autochtones avec les terres et les eaux de la région. Ces reconnaissances territoriales nous rappellent l'importance pour notre secteur en immigration de contribuer à soutenir les efforts visant à fournir aux personnes nouvellement arrivées l'information qui reflète une histoire du Canada plus inclusive, y compris l'information sur les traités et l'histoire des pensionnats, afin de contribuer à nouer des relations positives avec les peuples autochtones. Donc, quelques consignes par rapport à votre nom d'affichage Zoom. Nous vous demandons de, s'il vous plaît, vous assurer que votre nom affiché reflète bien votre nom complet ainsi que l'organisme avec lequel vous travaillez. Donc, pour ce faire, dans les paramètres, cliquez sur Participants. Ensuite, sur l'icône de votre nom, cliquez sur Ellipse, Windows, Mac et plus, Web. Et donc, par la suite, veuillez cliquer sur Renommer et une fenêtre va apparaître. Et dans la fenêtre, saisissez votre nom d'affichage et votre organisation pour finalement cliquer sur Modifier. Donc, les objectifs du webinaire aujourd'hui, c'est de donner au personnel du secteur de l'établissement et de l'intégration une connaissance approfondie des principes fondamentaux de la sécurité numérique. Donc, le deuxième objectif, c'est de promouvoir une culture de la responsabilité en ce qui concerne la gestion des données relatives aux personnes immigrantes et aux réfugiés. Et le troisième objectif est de sensibiliser le personnel du secteur de l'établissement et de l'intégration au rôle des politiques et des procédures dans le maintien de la confidentialité et de l'intégrité des données relatives aux personnes immigrantes et aux réfugiés. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter le facilitateur de la formation du webinaire de ce matin. Donc, Philippe Croux est spécialiste de soutien technique. Philippe Croux est un professionnel de solutions techniques doté d'une forte intuition pour les processus et les systèmes d'information. Il a plus de 9 ans d'expérience dans la mise en œuvre de systèmes logiciels et de protection des intérêts des clients dans le domaine des technologies de l'information et de la cybersécurité. Donc, à vous la parole, M. Croux. Ah, merci Michel. Et enchanté à tout le monde. Donc, je vais juste partager mon écran ici. Donc, bonjour à tous et je tiens à vous présenter mes excuses pour les difficultés techniques rencontrées par Microsoft Teams en début de semaine. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que vous êtes tout aussi enthousiaste que moi à l'idée de parler sur du sujet préféré de tous, la gouvernance, le risque et la conformité. Préparez donc votre café, passons à un sujet très technique. Et je dis cela en plaisantant, mais je l'apprécie, votre patience à tous. Et donc, je m'appelle Philippe, je suis spécialiste des solutions de cybersécurité à l'Autorité canadienne pour les enregistrements d'Internet. J'aide les entreprises publiques au Canada à renforcer leur sécurité grâce à nos solutions de cybersécurité. Je suis originaire de Vancouver et le français est ma deuxième langue. Cependant, ayant travaillé dans le domaine des technologies de l'information pendant plus d'une décennie, je peux comprendre que certains de ces concepts peuvent sembler être une langue complètement différente. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous embrouiller ou de vous effrayer. Mon objectif est d'expliquer les bases et de les présenter dans une langue compréhensible partout.
Donc, lorsque nous pensons à la cybersécurité, notre esprit se tourne immédiatement vers les ordinateurs. Nous pensons à des virus, à des pirates d'informatique, à des liens étranges dans les courriels. S'il est vrai que ces éléments sont des types de menaces, j'aimerais que vous considériez la cybersécurité comme la protection de l'information. Donc, dans un monde de plus en plus numérisé, nous avons désormais la possibilité de traiter des informations à une échelle sans précédent, qu'il s'agisse du site web que vous visitez, du formulaire que vous remplissez ou de l'achat que vous effectuez. Tout se résume à la valeur de l'information. Si certaines informations ont une valeur intrinsèquement plus élevée, il est tout aussi important de les protéger, en particulier celles que vous manipulez ou qui vous ont été confiées. Dans le monde de la cybersécurité, nous décomposons celle-ci en quelques principes de sécurité clés. Donc, il y a la triade de la CID et j'y reviendrai dans un instant. Sécurité des données, l'évolution des opérations de sécurité, les menaces internes et externes et les contrôles de sécurité clés. Donc, la triade de CID est un modèle qui constitue les principes directeurs des politiques de sécurité de l'information de nombreuses organisations. Donc, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Pour commencer par la confidentialité, nous voulons nous assurer que les données ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont un besoin légitime, qu'il s'agisse d'informations sur les clients, de ce que nous appelons le EPI, l'information personnelle identifiable, ou de tout autre type d'information telles que les mots de passe ou tout ce qu'on nous a demandé de ne pas divulguer. La confidentialité est un principe qui protège les données contre tout accès non autorisé. C'est le principe qui protège les données contre les accès non autorisés. Et si vous avez un dossier contenant des informations sur un client dans votre bureau, si vous le fermez à clé dans l'armoire avant de rentrer chez vous pour la nuit, vous protégez la confidentialité de ces données. Les moyens que nous utilisons parfois pour mettre cela en œuvre sont généralement des autorisations et des contrôles tels que la protection des informations par des noms d'utilisateurs et des mots de passe, le cryptage ou la garantie que seules certaines personnes sont autorisées à accéder à certaines informations. Deuxièmement, nous examinons la protection de l'intégrité de l'information. Donc, il s'agit de s'assurer que l'information n'est pas altérée. Je pense à l'histoire d'une candidature à différentes écoles qui demande une copie de mon relevé de notes. Je pourrais imprimer une copie et l'envoyer par la poste, mais comment le destinataire pourrait-il savoir si ce relevé est légitime et qu'il n'ait pas été falsifié par moi-même ou au cours du transport? Donc, je pourrais demander une copie dans une enveloppe scellée à l'officier d'état civil qui garantit l'intégrité des informations qu'elle contient et qu'elle provient de la véritable source qu'elle est censée d'être. Donc, dans un contexte numérique, nous disposons de ce que l'on appelle des signatures numériques. Il ne s'agit pas d'une signature classique du type, par exemple, cordialement Philippe, mais des signatures numériques qui sont des fonctions cryptographiques et garantissent l'authenticité des informations. Donc, de nombreux systèmes de courrier électronique intègrent ces fonctions dans leur protocole et vous pouvez être en mesure de signer numériquement un document ou un courrier électronique. Pensez à n'importe quel service de signature de documents tel que DocuSign. Il utilise une technologie qui garantit non seulement l'authenticité d'un document, mais aussi ce que l'on appelle la non-répudiation, qui fournit un journal d'audit et des actions effectuées par un document et que ne peut être contesté. Par exemple, si M. Smith a signé ce document à 7 heures à partir de cette adresse IP, un autre exemple d'intégrité
est celui d'une banque. Les banques ont certainement mis en place des contrôles pour empêcher les gens d'entrer et de modifier les soldes. Il est essentiel pour elles de protéger l'intégrité en tant que fonction existentielle de leurs activités. Enfin, dans le cadre de la triade, nous avons la disponibilité. Il s'agit du principe directeur selon lequel les données doivent être accessibles en cas de besoin. Sans accès aux données, les opérations s'arrêtent. Vous avez peut-être entendu parler des termes tels que attaque par déni de service ou DDoS ou ransomware ou rançongiciel. Toutefois, les principes ne permettent pas de se protéger contre les attaquants malveillants. Lorsque nous concevons des systèmes d'informatique, nous voulons toujours assurer une haute disponibilité d'informations et ces principes peuvent donc nous aider en tant que meilleure pratique. Par exemple, si un système tombe en panne pour un réseau quelconque, quelles sont les redondances en place? Alors, je continue à parler des données. Je veux que vous pensiez qu'elles existent dans trois états. Les données en transit, les données au repos et les données utilisées. Il est important de les comprendre car les systèmes peuvent avoir différentes couches de protection où les attaquants peuvent utiliser différents vecteurs de menaces pour compromettre les données dans ces états. Les données en transit sont des données qui se déplacent activement d'un endroit à un autre. Par exemple, lorsque vous vous connectez à un site web et que vous tapez l'URL ou que vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ces données sont transmises de votre ordinateur au serveur. Ou lorsque vous téléchargez quelque chose sur votre OneDrive ou Dropbox, ces données sont à nouveau en mouvement. Lorsque les données transitent d'un système à un autre, elles deviennent particulièrement vulnérables à l'interception et à l'écoute lorsqu'elles quittent le havre de sécurité d'un système pour atteindre leur destination. Dans les premiers temps de l'Internet, il était relativement facile de s'infiltrer dans un réseau Internet et de recueillir des informations telles que les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les pages de web auxquelles on essayait d'accéder. C'était le Far West. Heureusement, en 1994, une organisation peu connue sous le nom Netscape Communications a inventé une extension du protocole d'Internet qui crypte les communications entre votre ordinateur et les sites web, connu sous le nom HTTPS, qui utilise le protocole de SSL ou de TLS. Si vous avez déjà vu ce cadenas dans votre navigateur, lorsque vous allez sur un nombreux sites web ou si vous voyez le HTTPS dans la barre URL, c'est que vous utilisez ce protocole. En fait, aujourd'hui, plus de 95% des sites web du monde entier utilisent par défaut le protocole HTTPS pour protéger les informations transmises au site web que vous visitez. Revenons à l'exemple du site web. Imaginons que nous accédions à Facebook. Nous allons dans notre navigateur et accédons à www.facebook.com. Nous arrivons alors à une page de connexion. Sur cette page, je saisis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour accéder à mon compte. Le processus d'accès à la page web de Facebook et de connexion implique pour l'essentiel des données en transit. Mon ordinateur transmet des informations à Facebook pour me permettre de me connecter et d'accéder au site web. Cependant, pour confirmer l'existence de mon compte, Facebook stocke déjà mes informations et mes identifiants dans sa base de données. Lorsque je n'utilise pas activement ces données, Facebook les stocke et elles restent au repos. Rien ne se passe avec ces données et elles résident simplement dans leur système en attendant d'être utilisées. Les données dans cet état sont relativement statiques et Facebook a mis en place des contrôles de sécurité pour protéger ces informations lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Idéalement, le biais du cryptage ou d'autres mécanismes de sécurité pour garantir la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité ou la disponibilité de ces informations. Lorsque je me connecte et que je commence à apporter des modifications, ces données deviennent en cours d'utilisation.
Sur mon ordinateur, Microsoft Office est installé sur mon disque dur. Donc, lorsque je n'utilise pas le programme, il reste au repos. Lorsque je l'ouvre et commence à rédiger un document Word, il devient en cours d'utilisation et mon système l'appelle en mémoire pour une utilisation active. Les états des données changent fréquemment et sont très dynamiques. Elles peuvent également rester dans un état unique si elles ne sont jamais utilisées. Le paysage de la sécurité a considérablement évolué au fil du temps. L'évolution de la sécurité domestique est un exemple. Pensez aux peines dormantes qui protègent votre propriété ou dans le cas de votre ordinateur, quelque chose comme un programme d'antivirus, bien qu'il fournisse un niveau de sécurité de base. Il n'offre qu'un peu de possibilité d'observer tout ce qui se passe en dehors du système sur lequel il est installé. Ensuite, nous passons à la surveillance. Une personne dans un centre d'opération de sécurité surveille la propriété à partir de divers et captures et déclencheurs. C'est une excellente chose, mais si quelque chose devait se produire, que se passerait-il ensuite? Quelles mesures prendriez-vous? Donc, ensuite, il y a la partie de réponse. Donc, lorsqu'un cambrioleur, par exemple, s'est introduit et que notre système de surveillance l'a détecté un problème, nous sommes en mesure d'envoyer un policier ou une société de sécurité pour prendre des mesures et répondre à la situation. C'est ainsi que pensent les professionnels de la sécurité. Nous voulons être en mesure de sécuriser les systèmes et de les surveiller et de réagir. Mais dans ce cas, nous protégeons l'information. Les systèmes numériques étant complexes, par où commencer pour savoir comment les protéger? Dans ce cas, il faut penser pas comme un pirate informatique, mais par où commencer? Heureusement, il existe aux États-Unis une organisation appelée MITRE. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif comme CIRA, largement financée par le National Institutes of Standard and Technology, qui se concentre sur la recherche en matière de cybersécurité et d'information. Donc, MITRE a développé un cadre connu sous le nom cadre ATTAC, qui fournit des informations sur les techniques et les procédures connues utilisées par les attaqueurs de la menace pour attaquer les systèmes. Les professionnels de sécurité euh, les professionnels de la sécurité et de l'information qui, lors des exercices, se divisent souvent en équipes rouges et équipes bleues, utilisent ce cadre comme structure d'orientation pour comprendre comment identifier, exploiter et se défendre contre les vulnérabilités des systèmes. Par exemple, nous commençons par les différentes façons d'effectuer la reconnaissance d'un système. Prenons l'exemple d'un braqueur de banque. C'est que nous appelons la fouille qui consiste à recueillir des informations sur les procédures et les systèmes en place. Une fois que vous disposez de suffisamment d'informations, vous pouvez commencer à planifier les moyens de vous introduire dans le système et de le faire fonctionner en votre faveur. Il n'est pas nécessaire de connaître cela en profondeur. Je sais que c'est pas un tableau de bord, mais sachez que ces vecteurs sont bien documentés. Et donc, voici à quoi cela ressemble lorsque nous explorons les différents types de vecteurs d'attaque et de vulnérabilité présents dans un système. Donc, nous avons passé une bonne partie de notre temps à parler de l'objectif de la cybersécurité. En substance, que protégeons-nous? Les données. Quel est le bon principe de directeur pour protéger ces données? Nous devons garantir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité. Nous avons également passé un peu de temps à parler des tactiques, des techniques et des procédures utilisées par les acteurs de menaces pour compromettre ces données. J'aimerais maintenant parler un peu de la source de menace d'elle-même. Derrière chaque exploit, brèche ou compromission, il y a normalement quelqu'un ou un groupe de personnes qui orchestre
pour diverses raisons. Nous les classons en deux grandes catégories, les menaces internes et les menaces extérieures ou externes. Donc, en ce qui concerne les menaces internes, nous avons ce que nous appelons des initiés malveillants. Il s'agit de personnes qui utilisent leur accès légitime aux informations pour causer des dommages. Pensez aux employés qui volent l'entreprise. Je ne veux pas vous effrayer ni vous rendre paranoïque. Les initiés malveillants sont relativement rares par rapport aux autres. Les types d'initiés susceptibles de causer le plus de dommages ne sont pas malveillants, mais simplement peu éduqués ou négligents. Donc, les Donc, oui, les initiés non éduqués sont ceux qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être vigilants face aux menaces existantes. Par exemple, un utilisateur qui ne sait pas qu'il y a c'est une mauvaise idée de cliquer sur un lien étrange ou de brancher des clés USB au hasard sur son ordinateur. Nous avons également nos initiés négligents qui peuvent déjà être familiarisés avec certains de ces concepts, mais qui contournent les protocoles pour atteindre d'autres objectifs de l'organisation. Leur comportement à haut risque peut nuire à l'organisation. Je pense à l'utilisateur qui se dit mes données ne sont pas importantes, je m'en fiche si elles sont compromises. Il est absolument important de les protéger. Par exemple, ils savent qu'ils ne devraient pas stocker des informations de l'entreprise sur un appareil personnel non sécurisé ou se contournent les contrôles pour accélérer un résultat. Les initiés non éduqués peuvent être formés, mais les initiés négligents savent qu'ils font ce qu'ils font n'est pas la meilleure pratique, mais insistent pour le faire quand même. Donc, ce sont ceux qu'il faut surveiller. Il est plus courant qu'une menace provienne d'un initié négligent ou dans une moindre mesure d'un initié non éduqué que d'un initié malveillant. Par exemple, quelqu'un qui peut partager son écran sur Zoom ou le Microsoft Teams et divulguer des informations qui pourraient indiquer les systèmes que vous utilisez, des informations de vos clients et des détails privés. Il peut s'agir, par exemple, d'un initié négligent ou non éduqué selon qu'il devrait ou n'en être mieux informés. Bien que nous ayons un degré de contrôle plus élevé en ce qui concerne les menaces internes, une grande partie de ce que nous protégeons se concentre également sur la protection contre les menaces externes. Les menaces externes ont des raisons et des motivations beaucoup plus diverses pour attaquer leurs cibles. Nous avons nos États-nations, nos activistes, le crime organisé, les individus, les adversaires organisationnels et les parties tierces. Donc, si vous m'aviez demandé il y a quelques années quel était, selon moi, le plus grand acteur de la menace extérieure, je vous aurais probablement répondu le crime organisé. Cependant, les menaces des États-nations les ont surpassées de plusieurs ordres de grandeur. Donc, à l'ère où le discours politique et les conflits mondiaux sont de plus en plus polarisés, les acteurs étatiques cherchent à tirer le maximum d'avantages de leurs adversaires. Il s'agit notamment de polluer le flux d'informations avec de la propagande pour faire avancer un programme politique, de supprimer les journalistes, d'organiser le vol de la propriété intellectuelle et commerciale, le cyberespionnage, la guerre et tout sous l'égide d'un État. Ce type d'acteurs de menaces dispose d'un budget et de ressources presque illimitées pour atteindre ces objectifs. Viennent ensuite les activistes. On voit souvent ce genre de choses autour de questions très controversées ou des personnes qui compromettent des systèmes, des figures, des sites web ou attaquent les organisations pour faire avancer un programme ou une cause spécifique.
L'un des premiers clients avec lequel j'ai travaillé à l'époque où j'étais développeur web a vu son site web défiguré par un groupe d'activistes. Je dirais auprès des États-nations, c'est le crime organisé qui vient en deuxième position pour la simple raison qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans les escroqueries numériques et l'extorsion. Autrefois, si votre ordinateur était infecté par un virus, il y avait de fortes chances qu'il se contente de modifier les paramètres de votre système et de devenir intrusif. Vous receviez peut-être un tas de fenêtres pop-up et vous essayez de le supprimer ou d'actualiser votre ordinateur pour l'examiner ou l'éliminer. Au cours des 2 dernières décennies, les cybercriminels ont adopté une approche différente. Ils ont compris la valeur de l'information que nous possédons sur nos ordinateurs personnels ou professionnels et les ont exploités. Vous avez peut-être entendu le terme ransomware ou rançongiciel. Il s'agit d'un programme malveillant qui verrouille et crypte les fichiers de votre ordinateur, puis exige un paiement pour obtenir la clé. Les cybercriminels vous empêchent d'accéder à des fichiers importants pour faire pression sur vous et vous extorquer de l'argent. Cette situation a posé de graves problèmes aux organisations qui ont eu la malchance d'être prises pour cible. Elles ont cessé leurs activités, fait faillite ou refusé l'accès à des services essentiels comme les hôpitaux qui sont prises pour cible et qui a entraîné les perturbations majeures. Les rançongiciels n'impliquent pas toujours le chiffrement. Dans le passé, des organismes ont volé des dossiers de notes de patients dans une clinique psychiatrique, ont sélectionné des patients souffrant des graves problèmes de santé mentale et ont demandé à ces patients de payer ou de voir leurs notes confidentielles publiées sur l'Internet. Ce qui est intéressant dans la cybercriminalité, c'est l'évolution de la semi-légitimisation du secteur. Supposons que vous achetiez un logiciel, par exemple Microsoft Office, et vous rencontriez des problèmes. Quand vous payez pour le produit, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance pour obtenir l'aide. Les groupes cybercriminels ont également créé leur propre équipe de soutien pour d'autres groupes criminels qui achètent leurs kits de logiciels malveillants pour faire des autres victimes, mais même pour ceux qui sont les victimes elles-mêmes. Si un ransomware s'installe sur votre ordinateur, il vous fournira un courriel ou un numéro de téléphone à appeler, où il vous guidera activement dans l'achat de Bitcoin ou de crypto-monnaies pour payer la rançon. Il s'agit essentiellement d'un marché noir de logiciels en tant que service malveillant. La menace individuelle est beaucoup moins étendue et n'a pas accès à autant de ressources. Cellules solitaires où ces acteurs peuvent cibler des victimes pour les diverses raisons. La plupart du temps, il s'agit de vanter ou de faire preuve de curiosité. Et d'abord, je ne le recommanderais pas, mais j'ai eu de la chance. Lors d'un de mes premiers emplois de bureau, j'ai remarqué une faille dans leur système de gestion immobilière qui m'a permis d'intercepter les informations personnelles de locataires de l'immeuble. J'ai soumis un rapport officiel à la direction de l'immeuble qui a ensuite résolu le problème et j'ai reçu une belle carte cadeau. Je ne recommanderais pas de faire cela sur des systèmes que vous ne possédez pas sans autorisation préalable. Mais pour moi, c'était une question de curiosité personnelle à l'époque, de savoir ce qui passerait si j'introduisais un inconnu dans cette je percevais comme un faille dans leur processus. Donc, nos adversaires organisationnels peuvent également être des acteurs de la menace. Pensez à notre concurrent et même si c'est rare, cela existe. Donc, certaines organisations peuvent trouver des moyens de voler vos informations commerciales à leur avantage et pour leur propre usage. Maintenant que nous avons identifié les types d'entités susceptibles de constituer une menace,
quels sont les moyens dont elles disposent pour y parvenir? Les types d'attaques les plus courants sont les suivants: l'exfiltration des données, la modification des données, la perte des données, l'extorsion, le refus de service, le sabotage. Donc, selon l'exfiltration des données, un adversaire compromet la confidentialité de vos informations et les faisant sortir de votre réseau ou de votre environnement sécurisé pour les transférer dans son propre environnement. Il peut s'agir, par exemple, d'un virus qui vole des fichiers sur votre ordinateur, l'altération des données. Donc, un adversaire compromet l'intégrité des informations en les modifiant d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un élève pirate l'ordinateur de l'école pour changer sa note. Il y a la perte des données, donc un adversaire compromet la disponibilité des informations, par exemple, un ransomware qui crypte vos fichiers ou un virus qui les supprime. Il y a l'extorsion qui est pas mal populaire. Donc, un adversaire utilise vos données pour obtenir une compensation, par exemple un rançongiciel ou la menace de publier des photos piratées en échange d'un paiement ou d'un chantage. Ceci est lié à la confidentialité de l'information. Le déni de service, donc un adversaire met un système hors service ou le submerge de telle sorte qu'il n'y a pas la capacité de répondre aux demandes. Vous avez peut-être entendu des termes tels que botnet ou DDoS dans les journaux où les attaquants inondent les serveurs web de nombre de requêtes supérieures à ce qu'ils peuvent traiter efficacement, ce qui entraîne une panne du système. Cela affecte la disponibilité de l'information. Et il y a aussi le sabotage. Donc, un adversaire compromet les données en endommageant l'infrastructure physique, par exemple en coupant une ligne de câble d'Internet ou en la trafiquant. Cela peut affecter la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Nous avons également la surveillance, la violation de la vie privée, le vol financier et le commandement et contrôle. Donc, selon la surveillance, un adversaire tente d'obtenir des informations sur votre personnel, vos processus, votre technologie, généralement en vue d'une future attaque. Par exemple, comprendre quel logiciel vous utilisez pour effectuer une certaine tâche, puis rechercher des vulnérabilités connues pour les exploiter. Il y a la violation de la vie privée, donc un adversaire tente de compromettre les informations d'un client. Par exemple, le vol de données des cartes de crédit et l'usurpation d'identité à l'aide des informations du client. Il y a le vol financier, donc en termes simples, un adversaire va vous voler de l'argent à vous, à votre organisation. Il peut par exemple envoyer un courriel prétendant de provenir du PDG et demande des cartes cadeaux d'Amazon, ce dont j'étais personnellement témoin, ou encore contrefaire des factures pour envoyer des fonds sur un autre compte appartenant à l'attaquant. La commande et contrôle, un adversaire a le contrôle de vos systèmes et peut l'utiliser pour poursuivre une autre attaque. Par exemple, un réseau de zombies est essentiellement un réseau d'ordinateurs de zombies utilisé pour mener des attaques à l'insu de l'utilisateur de l'ordinateur. Lorsque nous cherchons à développer des processus pour protéger notre organisation, nous aimons les diviser en trois fronts principaux. Les personnes, donc c'est l'élément humain, les processus, de rendre les processus efficaces et sûrs, et la technologie, donc s'assurer que l'outillage adéquat est en place. Les personnes sont le principal atout d'une organisation. Elle doit être protégée. Elle est le moteur de l'idée, de l'innovation et du progrès. En tant que principal atout, le personnel est également le plus exposé au risque.
quelle que soit la sécurité de vos systèmes technologiques. Si une personne ayant accès à un système est ciblée par un courriel d'hameçonnage ou approuve une fausse facture, la personne et l'organisation peuvent subir des graves préjudices. C'est la raison pour laquelle nous croyons en la protection des personnes et que nous passons du temps à la protection des personnes et nous passons du temps à les former, à leur donner les moyens de s'engager positivement dans la culture de sécurité d'une organisation. Il existe quelques moyens clés pour y parvenir. Donc, vous pouvez former vos employés et vos utilisateurs et renforcer cette formation. Donc, par exemple, combien de personnes ici présentes sauraient ce qu'il faut faire si elles voient un courriel suspect? À qui le signaleriez-vous? Quelles sont les procédures en place si vous avez un virus ou si vous perdez votre ordinateur portable? Il y a la sensibilisation, donc pour sensibiliser les gens par le biais d'opportunités comme celles se présentent aujourd'hui, permettre aux gens d'être conscients de ce qui existe et de la manière de se protéger. Donc, la formation, parfois, c'est juste, ça se passe de temps en temps, mais pour la sensibilisation, ça se passe toujours. Donc, si vous faites des cours plusieurs fois ou vous êtes sensibilisé sur les types d'attaques, ça renforce la formation et puis ça égale la sensibilisation. Et il y a aussi de faire des exercices et s'entraîner pour renforcer cette formation. Donc, je ne veux pas faire de publicité pour CIRA, mais l'une des choses que nous faisons avec les organisations, c'est de proposer des exercices d'amassonnage où nous envoyons des courriels simulés aux organisations et aux utilisateurs et nous évaluons qui clique sur les courriels ou qui les signale. Il vaut mieux que ces utilisateurs cliquent sur les courriels d'entraînement que sur le vrai. Par la suite, les personnes utilisaient des processus pour exécuter certaines fonctions. Avez-vous miré de vos processus sur la manière de gérer l'information ou de répondre aux menaces? Certaines organisations ne l'ont pas fait, mais il est très important de le faire. En tant qu'organisation, le fait d'avoir réfléchi à ces informations renforce également la crédibilité de l'entreprise lorsqu'elle traite avec des partenaires extérieurs. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient exhaustives, mais elles doivent être documentées ou formalisées dans une manière ou l'autre pour être plus efficaces. J'aimerais que vous preniez juste un moment pour réfléchir à la question de savoir si votre organisation a un système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, il s'agit d'un document qui fournit des conseils sur les politiques et les procédures relatives à la classification, au traitement et au stockage des informations. Il s'agit d'un excellent point de départ pour formaliser vos politiques de sécurité. Aviez-vous un plan d'intervention en cas d'incident? Donc, si vos systèmes devaient tomber en panne en raison d'un virus ou d'une attaque, ou si la ligne de votre fournisseur d'accès à Internet tombait en panne, comment réagiriez-vous? Quelles mesures prendriez-vous? Il y a l'amélioration continue, donc aucun système n'est parfait du premier coup. Une politique de sécurité de l'information peut commencer par une esquisse sur une serviette de table, mais grâce à l'amélioration continue, vous pouvez continuer à la construire et l'optimiser. Ne laissez pas stagner. Et puis, nous avons les exercices. Donc, maintenant que vous avez documenté vos processus, vous devez les maintenir à jour. Les organisations réalisent ce qu'on appelle des exercices sur table, en anglais tabletop exercise, qui réunissent tous les acteurs clés et simulent d'un incident auquel les doivent répondre. Donc, il s'agit d'un exercice utile pour s'assurer de l'efficacité de vos propres plans et pour fournir des opportunités d'amélioration continue. Selon la technologie, les gens sont donc formés et nos processus sont développés. La technologie nous permet d'automatiser et améliorer ces processus et de tout relier.
Donc, lorsque nous pensons à la technologie, nous pensons à tout outil ou système logiciel utilisé par notre organisation. Nous avons nos logiciels de terminaux sur les ordinateurs de bureau et portables, les logiciels de réseau tels que nos pare-feux de DNS et DNS, nos logiciels en usage en nuage, tels que nos applications web. Nous avons nos logiciels tels que nos suites bureautiques, nos gestionnaires de mots de passe, nos systèmes de conférences comme Zoom, Microsoft Teams, WebEx. Il existe l'intelligence artificielle, peut être efficace si elle est utilisée correctement, mais elle peut aussi poser un risque de sécurité si elle ne l'est pas. Par exemple, les données que vous introduisez dans ChatGPT ou ChatGPT peuvent se retrouver dans le nuage sans protection et être utilisées pour former leurs modèles et algorithmes. Donc, ne jamais introduire de données de clients ou de données sensibles dans ChatGPT ou dans des outils IA similaires. Et il y a Quantum, qu'il s'agit d'une avancée technologique relativement récente qui permet une puissance de calcul sans précédent pour traiter les données et qui peuvent effectivement briser les normes de cryptage actuelles telles que nous les connaissons. Nous devons réfléchir aux implications de l'informatique quantique en matière de sécurité. Donc, maintenant que vous avez compris les principes, examiner les données et les attaques que vous pouvez rencontrer dans votre secteur d'activité dans le domaine de l'établissement et de l'intégration. Dans le cadre de vos fonctions quotidiennes, vous pouvez être amené à multiplier les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Il s'agit des informations d'identification utilisées pour accéder à des systèmes tels que votre courrier électronique. Il y a la communication, il peut s'agir de courriels entre vous et vos collègues ou vos clients. Les contenus, par exemple, de médias sociaux, donc les éléments publiés sur Facebook, Twitter, Instagram, qui peuvent fournir des informations sur votre identité et votre centre d'intérêt informatique qui peuvent être utilisés pour deviner vos mots de passe ou usurper votre identité. Il y a des dossiers financiers, les factures, l'information sur le crédit, les dossiers de santé. Les noms d'utilisateurs et les mots de passe sont importants parce qu'ils sont en fin de compte les clés de votre système et de votre courriel électronique, donc, ou d'autres systèmes. Donc, il est autrefois recommandé de changer fréquemment de mot de passe. Il était autrefois recommandé de changer fréquemment de mot de passe comme meilleure pratique de sécurité, mais de nos jours, c'est l'inverse qui est vrai. Donc, on fait avoir de mots de passe plus complexes. En effet, plus les gens sont contraints de réapprendre un nouveau mot de passe, plus ils sont susceptibles à l'écrire, donc ce qui le rend moins sûr. Donc, un bon moyen de protéger ces mots de passe serait d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. En ce qui concerne les médias sociaux, je vous recommande, si vous les utilisez, de rendre vos pages privées ou de ne les rendre accessibles qu'à vos amis. Les attaquants récoltent beaucoup d'informations sur les médias sociaux pour cibler leurs victimes ou trouver des réponses à des questions de sécurité. Si je sais que le nom de votre chat, par exemple, est Ajax, je peux l'utiliser pour personnaliser une liste de mots de passe potentiels. Pour revenir à ce que je disais plus haut sur la nécessité de faire attention à ce que l'on partage en ligne, il est probable que nous ayons tous déjà été confrontés d'une forme d'une autre d'ingénierie sociale ou de piratage psychologique. Nous pouvons recevoir des appels téléphoniques prétendant de provenir de Microsoft ou de l'ARC et qui nous demandent de prendre des mesures immédiates sous peine de subir de graves conséquences. Nous appelons à cela une variété du mot phishing, hameçonnage. Le phishing est généralement associé à des usurpations d'identité et les attaques par courriel électronique. L'hameçonnage est la même chose, mais par le téléphone avec les progrès de l'intelligence artificielle et des imitations vocales, il peut sembler assez convaincant.
Et le smishing est une forme d'hameçonnage qui utilise le SMS. Donc, vous avez peut-être reçu de faux SMS prétendant d'être virement Interac et vous invitant à cliquer sur un faux lien qui vous demandera des informations financières ou installera un logiciel malveillant. Si vous ne vous attendez pas à quelque chose, ne cliquez pas sur le lien. Donc, signalez-le à votre équipe informatique s'il est suspect. Pour revenir à ce que je disais plus haut à propos des médias sociaux, les attaquants peuvent utiliser les informations trouvées sur vous pour paraître plus légitimes. Donc, par exemple, un selfie dans une voiture devant votre banque peut m'indiquer avec qui vous êtes susceptible ou avec qui vous êtes votre banque peut m'indiquer avec qui vous êtes susceptible d'effectuer des opérations bancaires, puis rédiger un courriel prétendant de provenir de cette banque en utilisant la date et l'heure de la photo, je pourrais dire quelque chose comme cher Monsieur Smith, c'est Philippe de votre banque. Il y a eu un problème avec une transaction que vous avez effectuée entre le 7 mai et le 9 mai dans notre succursale d'Ottawa. Veuillez cliquer ici pour résoudre ce problème, s'il vous plaît. Donc, l'utilisation d'informations accessibles au public, y compris des images et des informations publiées en ligne, constitue un domaine à part entier appelé les renseignements de sources ouvertes et peut s'avérer très utile. Les deepfakes sont un sujet intéressant en raison des progrès réalisés en si peu de temps. Avant, nous avions Photoshop qui permettrait de retoucher des photos, mais aujourd'hui, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, nous disposons d'outils capables d'utiliser des sujets pour réaliser des vidéos dans lesquelles ils font ou disent ce que nous voulons. Donc, les deepfakes sont dangereux car ils peuvent être utilisés pour tromper les gens en leur faisant croire que quelqu'un de légitime de leur conseille de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire ou qui pourrait leur nuire. Donc, par exemple, sur un certain site web de vidéo, vous pouvez voir une publicité d'un présentateur de nouvelles disant que Justin Trudeau ou l'homme d'affaires canadien Kevin O'Leary distribue de l'argent gratuit, que vous devez suivre les instructions pour le réclamer, ce qui a pour effet de voler vos informations. Pour de nombreuses personnes, ces vidéos semblent réelles ou ressemblent à la personne qu'elles prétendent être. Donc, nous attendons donc à une évolution de la technologie pour détecter les deepfakes et s'en défendre. Imaginez que vous receviez un appel téléphonique d'une personne qui ressemble très à votre patron. L'hameçonnage vient de gagner en efficacité. Et cela se produit tous les jours, donc il s'agit de l'attaque contre les grands distributeurs canadiens, London Drugs, ou des pirates informatiques qui ont volé des informations sur le fils d'une femme décédée et qui ont profité de son chagrin pour lui revendre ses photos et ses souvenirs. Donc, dans le secteur d'établissement et de l'intégration, quels sont les impacts d'un mauvais traitement de l'information? Outre les atteintes à la vie privée, il peut en résulter de perte de documents importants internes ou externes qui peuvent affecter les moyens de subsistance de personnes concernées. L'incapacité de communiquer efficacement, par exemple, la compromission du courrier électronique, l'interruption des outils de communication, retard dans le traitement des dossiers, la disqualification pour certains projets ou davantage. Par exemple, les organisations effectuent des évaluations de risques liés aux fournisseurs pour qualifier les candidats ou les soumissionnaires. Par exemple, un client peut se faire porter malade aussi de son travail pour pouvoir charger de dossiers, mais cela se fait sur les médias sociaux et son patron s'en aperçoit ou des informations personnelles ou financières sont divulguées, cela peut le disqualifier pour un emploi ou d'autres opportunités. Il y a le vol, donc l'équipement physique ou de l'information et l'extorsion. Donc, vos données sont retenues en otage jusqu'à qu'une rançon soit payée.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mais dans la deuxième partie, nous approfondirons l'aspect de la conformité, les réglementaires de cadre et les règlements et lois selon vous. Y a-t-il des questions? Ah oui, je pense, Jocelyn a une question. Et pour les questions, si vous pouvez les soumettre dans le chat, ce serait apprécié. Philippe, je crois qu'il y a une question de Jocelyn. Ah oui, donc, oui, je les vois là. Pour toute question, est-ce que tout le monde est capable de les mettre dans le chat? Et je peux y répondre. Ou s'il peut allumer son micro. Jocelyn, c'est à vous. Si vous voulez mettre votre micro, vous êtes sur mute. Si vous pouvez mettre votre micro, on va répondre à votre question. Vous êtes encore sur mute. Réactiver mon micro. Ah, Oui. je peux t'entendre. Je peux vous entendre. Ah, d'accord, merci. Je tenais d'abord à remercier le présentateur pour son exposé qui semble particulièrement technique, mais compréhensible. Je voulais savoir, en termes de d'attaque, est-ce Mhm, que il y a, on peut avoir euh, actuellement, à date, le nombre d'attaques approximatives, hein, mhm, cybernétiques mhm. on reçoit actuellement au Canada. Oui, donc selon Merci. uniquement pour le IA, c'est la plupart les avancements selon les courriels d'hameçonnage et aussi, par exemple, les deepfakes pour les vidéos. Donc, je n'ai pas un nombre spécifique, mais nous voyons juste un nombre élevé de modèles des courriels d'hameçonnage envoyés aux organisations qui sont bien écrits pour juste élever un sens légitime d'originaire. Donc, c'est un nombre élevé, mais pour l'instant, je n'ai pas un nombre spécifique, malheureusement. Mais les attaques d'hameçonnage ou les vidéos deepfake sont plus efficaces, bien sûr, dès que les avancements du IA. D'accord, merci. Je pense Valérie a une question. Oui, bonjour. Ah, Merci bonjour. beaucoup pour la présentation. C'est vraiment chouette. Ma question, c'est, j'ai écouté une audience là, il y a tout récemment au États-Unis à propos des sleeping worms puis des Mhm, ordinateurs zombies que apparemment, ben, ils soupçonneraient que depuis plusieurs années, même mhm, peut-être même plus d'une décennie, qu'il y aurait mhm, des logiciels dormants mhm, dans les systèmes de gestion de la grille électrique, mhm, dans les systèmes d'égout, les systèmes de traitement d'eau, tout mhm, ça, d'eau potable aussi. Puis que ça pouvait être réactivé, peut-être activé au cas d'un conflit, là, en cas d'une mhm, guerre ou tout ça, pour déstabiliser les pays mhm. belligérants. Est-ce que ces types de virus-là, est-ce que ça peut être aussi utilisé dans ben, pour infiltrer des entreprises privées ou
Ça peut, mais c'est rare. La plupart Ah, du temps, pour les virus ou pour les worms qui se trouvent dans les réseaux, par exemple pour les grids électriques, mhm. utilisent les exploits qui sont pas mal difficiles à trouver, que Oui, quelqu'un comme un État-nation avec les ressources pour le faire c'est ça. sont capables à effectuer. Mais ils les gardent comme une sauvegarde nécessaire durant une période de conflit. Donc, si quelqu'un, par exemple, juste donne de la visibilité sur les exploits sur un système, euh, ça perd de valeur car maintenant les fournisseurs sont capables à mise à jour ces systèmes pour éliminer la menace. Donc, il y a dans le secteur privé, parfois il y a des attaques, ça s'appelle les supply chain attacks, où les fournisseurs de logiciels légitimes ont été compromisés et par exemple, les logiciels qui, je pense, il y avait juste une petite publicité. Euh, Ça fait quelques années déjà pour le SolarWinds, où il y avait des systèmes qui ont été compromisés, qui ont effectué des attaques ou l'exfiltration des données. Ça existe, mais c'est vraiment rare. Merci. Donc, merci beaucoup, Monsieur Crou. Et merci tout le monde pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. La prochaine session en français aura lieu le mercredi 22 mai à 14 heures. Donc, 14 heures, heure de l'Atlantique. Donc, vous recevrez par courriel le lien là, pour accéder à la session. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre participation et bonne journée. Merci, bonne Merci à Merci. tout le journée. monde. Merci, bonne journée.